Ok, bonjour à tous, nouvelle vidéo. Je filme en facecam pour la genre quatrième fois parce que mon iPhone a planté à chaque fois. Donc si vous voulez me simplifier la vie et arrêter et que j'arrête de galérer à tourner une vidéo, achetez des relax. Le lien est en description. Et puis le lien du site est en description maintenant. Je vous mets la petite fiche en haut là, je sais pas où, mais en haut pour aller voir ce que c'est qu'une relax et les présentations. Voilà, donc c'est pas le sujet de la vidéo, on s'en fout. Le sujet de la vidéo là, c'est on va parler de l'échappement coaxial. Omega a fait un argument commercial de cet échappement coaxial qui est soi-disant genre l'avancée technique du monde d'horloger de ces 20 dernières années. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, enfin je vais vulgariser comment ça fonctionne. Et puis je vais aussi essayer de tirer des conclusions, mais c'est vraiment pas super facile, sachant que j'ai pas fait les équations énergétiques, donc c'est un peu du doigt mouillé. Donc ces conclusions seront pas forcément hyper pertinentes. Vous ferez les conclusions que vous voulez vous. Et puis voilà quoi, ça permettra à certaines personnes qui ont acheté une Omega Seamaster nouvelle génération 42 mm qui doit peser 200 kg et mesurer 50 mm de diamètre, de savoir ce qu'il y a dedans. Pour parler d'échappement coaxial, il faut quand même parler de ce que c'est qu'un échappement. J'avais fait une vidéo, la première vidéo de ma chaîne, c'est comment fonctionne une montre mécanique, où j'avais parlé un peu de ce système d'échappement qui est quand même la clé fondamentale dans la mesure du temps. Et je vais le réexpliquer ici parce que évidemment vous n'allez pas aller voir l'autre vidéo. Et donc après on va parler aussi forcément de comment fonctionne l'échappement classique, l'échappement qui n'est pas coaxial. Et ensuite à la fin on parlera de l'échappement coaxial. Un échappement, à quoi ça sert? Un échappement, ça sert en fait à freiner à freiner la libération d'énergie qui est due la libération d'énergie du ressort de Barrier. Alors bon, c'est pas forcément très explicite comme ça. Pour expliciter la chose, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il y a des montres, par exemple, auxquelles on a enlevé l'échappement. Par exemple, je sais pas, bon, je prenais cet exemple-là, vous prenez un chrono à main des années 60, là, c'est assez, enfin, des fois, moi j'avais enlevé l'échappement une fois, et en fait, si c'est appuyé, je dis un chrono parce que vous pouvez choisir de libérer l'énergie ou pas. Et donc si vous appuyez, ce qui va se passer, c'est que l'aiguille va faire un tour très vite. En fait, toute l'énergie du ressort de Barrier va se libérer en une fraction de seconde, enfin en quelques secondes, et votre aiguille des secondes va faire le tour 60 fois en une seule seconde, quoi. C'est pas conseillé, ça nique les pivots, mais c'est marrant à faire. Et donc par exemple, vous avez aussi des montres dans lesquelles, je sais pas, enfin je pense, ouais, des montres dans lesquelles par exemple une roue d'échappement est cassée et qui ont ce système-là où l'aiguille des secondes tourne très vite. Donc l'échappement, son rôle, c'est de freiner votre déperdition d'énergie et en fait l'échappement il va donner le tempo à quelle fréquence, enfin à quelle rapidité entre guillemets votre montre peut tourner. L'échappement il donne la cadence, et il dit ta montre tu vas avancer de temps par seconde, tu vois. Enfin l'aiguille va avancer de temps par seconde. Et donc, l'aiguille va avancer de temps de pas, et in fine, ça donne une seconde. Par exemple, un autre truc, c'est que si jamais vous enlevez si jamais vous enlevez votre ressort spiral, pas tout le système d'échappement, il est composé du ressort spiral, de la roue d'échappement et de l'encre. Si jamais vous enlevez juste le ressort spiral, votre mécanisme, il est complètement bloqué. C'est le fait d'avoir un ressort spiral qui autorise le déplacement qui va faire que votre montre va avancer. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement global d'un échappement. Votre ressort spiral, il a un tempo, il a une cadence, il a une fréquence. La fréquence, elle est de 18 000 pour les montres très anciennes, c'est avant 80. Elle est de 21 600 pour, par exemple, chez Seiko, c'est 21 600. Il y a énormément de gens qui utilisent le 21 600. ETA, Powermatic, là, du Swatch Group, qui utilise du 21 600. Le 28 800, qui est le classique ETA Celita, enfin le classique des ETA avant le Swatch Group, et qui est maintenant le classique des Celita, des Soprod, etc. Et puis le 36 000 chez Zenith, mais il y a aussi chez Longines, c'est le high fréquence, enfin la haute fréquence. Et puis vous avez aussi beaucoup plus, mais c'est très rare. À quoi ça sert, petite digression, mais à quoi ça sert d'avoir une fréquence plus ou moins élevée? Très souvent dans les anciennes montres, quand les usinages n'étaient pas forcément au point sur les mouvements, et puis aussi qu'on n'était pas aussi bon en lubrification et que les matériaux étaient moins bons, du coup il y avait plus c'était plus susceptible de s'abîmer. On essayait de limiter la fréquence pour limiter la friction, et donc on réduisait la fréquence. Le penchant, enfin le point négatif de tout ça, c'est que ok, on réduit l'usure des pièces et on réduit l'usure des pièces. Le point négatif, par contre, c'est que c'est des montres qui sont beaucoup plus difficiles à régler parce qu'on a moins d'inertie, qui se dérèglent plus vite et qui sont moins précises par essence. Le sujet, c'est que plus on va augmenter la fréquence,
plus on va augmenter la précision de la montre et aussi la facilité à régler parce que l'inertie, il y a toujours des gens qui disent oui mais ça dépend de la raquetterie aussi, bien sûr ça dépend de la raquetterie, mais d'un point de vue physique en fait plus on augmente la fréquence, plus on augmente l'inertie, donc plus c'est facile à régler et moins ça se déréglera. Par contre en revanche plus il y a d'inertie, plus la réserve de marche sera faible parce que ça pompe plus d'énergie et parce qu'il y a plus de friction. Et aussi, il faut mieux lubrifier, il y a des entretiens plus courants. C'est pour ça que dans les années 80, enfin, c'est 70 même, quand il y a eu les hautes fréquences chez Longines, etc., bah, c'est un peu la merde maintenant à réviser. Et vous avez des problèmes. Donc ça, c'est une question de fréquence. La fréquence de ce balancier, en fait, elle va autoriser le nombre de déplacements. Par exemple, si on prend une fréquence de 21 600, qui est la classique, 3 Hz, en fait, il va y avoir 6 déplacements par seconde, un aller-retour. Donc 3 fois 2, un aller-retour du balancier. Et donc 6 fois par seconde. Après, il y a un jeu de réduction, etc. qui fait que ça donne bien une seconde. Mais 6 fois par seconde, votre aiguille avance. Et donc plus vous augmentez, 28 000, ça va être 8 fois par seconde. Et donc vous aurez une impression de fluidité. Voilà à quoi sert le ressort spiral. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre ressort spiral, il fonctionne pas gratuitement en fait. Il y a des frottements. Donc si jamais par exemple vous dites ouais je vais soumettre mon ressort spiral à une excitation et puis basta, en fait avec les frottements il va s'arrêter à un moment. On n'est pas dans un cas en physique ça s'appelle l'oscillateur harmonique où en fait c'est un oscillateur qui est soumis à aucun frottement. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait dans votre système là, roue d'échappement et encre, vous avez à la fois côté ressort de barillet, donc côté roue d'échappement, qui arrive de l'énergie qui va permettre de continuer de fournir de l'énergie au ressort spiral, donc de continuer l'excitation. Et de l'autre côté, du côté ressort spiral, l'information entre guillemets qui va permettre d'autoriser ou pas le déplacement. Donc vous avez un croisement d'énergie en fait, sachant que l'énergie dans le ressort spiral est bien inférieure à celle qui est fournie par le ressort de balancier. Ce qui fait que vous avez sans cesse des chocs, des vibrations, et donc le fait que cet échange d'énergie il passe par ces deux mêmes pièces fait que vous avez des chocs, des vibrations, et donc qui dit choc, dit vibration, dit forcément de la déperdition d'énergie. Les vibrations c'est le pire truc en mécanique, c'est vraiment le truc qu'on veut éviter au maximum. On dimensionne les pièces pour éviter un maximum de vibrations, et donc par essence même de ce mécanisme, qui est un mécanisme où c'est un mécanisme dur, hein, c'est des chocs qui autorisent ou pas le déplacement. On a de la déperdition d'énergie, on a de la friction, on a des mouvements parasites, et donc c'est pas bon par essence. Daniels, le mec qui a inventé l'échappement coaxial dans les années 70, s'est dit paf, ça c'est pas bon, moi je veux pas ça, je veux pas que mon encre elle soit soumise tout le temps à des chocs, etc. Et donc il s'est dit lui, je vais dissocier la pièce qui fournit l'apport d'énergie au spiral et la pièce qui reçoit l'information du spiral d'autoriser le déplacement ou pas. Et donc de ça est né l'échappement coaxial. Je vous mets la petite animation. L'échappement coaxial, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on dissocie ces deux pièces. On va avoir une pièce, donc c'est la roue d'en haut, qui fournit, elle, l'énergie, donc l'énergie du ressort de balancier, passe par les engrenages, etc. Et ensuite va exciter l'oscillateur. Et l'énergie qui autorise le déplacement ou pas, qui va donner entre guillemets l'information d'avance ou pas, elle c'est la roue d'en bas. Et donc ce qui fait que on a dissocié un peu ces deux choses, et ça limite, théoriquement, l'objectif de l'échappement coaxial, c'est de limiter la friction et de limiter les vibrations dans votre mécanisme. C'est ça l'idée de dissocier. Et ça s'appelle coaxial parce qu'en fait votre roue des encres là, votre roue, elle est dissociée en deux parties, avec une partie inférieure qui s'occupe de recevoir l'information d'avance ou pas. L'information, encore une fois, c'est très imagé. Et de l'autre côté, sur la partie supérieure, la roue d'en haut, là, vous voyez sur l'animation, elle se charge d'exciter l'oscillateur pour qu'il ne s'arrête pas. Donc c'est ça l'échappement coaxial. C'est cette idée de dissocier les deux. Alors maintenant, quelle conclusion on peut tirer de tout ça ? Est-ce que réellement c'est pertinent ou pas, parce que on entend un peu tout et n'importe. J'ai pas fait l'équation énergétique, donc je sais pas si on a plus ou moins de déperdition d'énergie. De toute façon, j'ai même pas les ressources pour le faire, mais on pourrait faire une équation énergétique pour savoir classique, on envoie tant d'énergie via le barillet, on en reçoit tant via l'avance de montre. Ça pourrait se faire, et pareil avec le coaxial. Ça pourrait se faire, mais je l'ai pas fait. Par contre, juste d'un point de vue architecture, d'un point de vue visuel, c'est du sensitif. Là, il y a rien de chiffré, c'est que du qualitatif. Il y a pas de quantitatif. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup plus de palettes
sur le coaxial. Donc s'il y a beaucoup plus de palettes, ça veut dire que les efforts sont quand même beaucoup plus répartis et donc on est tenté de se dire que l'usure se répartit un peu mieux et donc potentiellement qu'on a quand même moins de révisions à faire. Sachant qu'en plus, les palettes où va y avoir les palettes sont dimensionnées les palettes qui reçoivent l'information, qui reçoivent l'autorisation d'avance et les autres, sont dimensionnées de telle sorte et la palette qui elle reçoit l'énergie pour exciter le spiral est dimensionnée d'une autre forme. Donc on a un dimensionnement qui est entre guillemets plus cohérent, quoi, plus adapté à chaque pièce. Voilà ce qu'on peut se dire. Après, d'un point de vue purement mécanisme, est-ce que c'est pas un peu de la branlette de se dire ouais, on a adapté un échappement coaxial sur un ETA, etc. Parce que in fine, on a quand même toujours ce même système avec on a un pignon avec ces deux roues d'échappement, que c'est toujours un pignon, en fait, on peut l'adapter, peut-être après, les pièces sont réusinées en hauteur, etc. Et l'encre qui est différente, mais elle a peut-être la même... quoique, non, elle a pas réellement... Enfin, elle a pas la même forme du tout, donc il y a peut-être besoin d'avoir un réusinage. Pendant très longtemps, Omega prenait des 28-92 classiques et échangeait juste ces deux petites parties, parce que c'est encore un échappement à spirale. Hein. C'est pas un échappement... vous avez d'autres types d'échappements qui n'existent plus sur les montres bracelets, il n'y a jamais eu ces échappements-là, mais il y a des échappements, le pendule, on est sur une franc-comtoise, un pendule c'est aussi un échappement. Vous avez aussi des échappements avec des poids sur les très très vieilles horloges d'église. Mais c'est pas trop le sujet en fait. Mais voilà, vous avez quand même un échappement à spirale. Donc en fait Omega a un peu surbrandé ce truc-là, qui est certes plus compliqué à mettre en œuvre qu'un échappement classique. Mais est-ce que réellement c'est pertinent? Sinon, est-ce que réellement ça fait avancer les choses? Ça je sais pas. Je pense pas réellement que ce soit l'évolution technologique qui nous market. Après, vous ferez votre avis vous-même, maintenant que vous savez comment ça fonctionne. Enfin, en tout cas, j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. Et puis comme ça, vous avez une vision un peu plus claire sur ce qu'est le coaxial. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Portez vos montres. Achetez des Rolex aussi, portez des Rolex. Le lien est en description. Je suis un peu relou avec ça, mais ça permet un peu de monétiser la chaîne. Et puis voilà, portez vos montres et portez-vous bien. À la semaine prochaine.